Bon, bonjour à tous. Merci d'avoir sacrifié votre jeudi après-midi pour un sujet aussi austère que les moteurs Stirling. Donc l'objectif d'aujourd'hui, évidemment, c'est une séance de questions-réponses, mais comme notre nature de prof revient très vite au galop, je ne pouvais pas m'empêcher de faire un truc de façon transparente. Non, l'idée c'était plus d'arriver un peu peut-être à guider les questions. Parce que si ça se trouve, je ne vais pas faire très long, je n'avais pas prévu énormément de transparents. Par contre, il est possible que certaines de vos questions, il y ait déjà les réponses dans les transparents, ce qui peut faire gagner du temps. Évidemment, si vous en avez d'autres après, on va consacrer un peu de temps aux questions techniques que vous pourriez avoir. Donc l'objectif c'est de présenter le moteur Stirling et puis de donner quelques idées de comment est-ce qu'on les dimensionne, parce que c'est pas une question simple du tout. Alors, le moteur Stirling, on va partir déjà sur des trucs super fondamentaux, extrêmement simples. C'est du point de vue technologique probablement le plus simple des moteurs qui existent, pour plein de raisons. Il n'y a pas de réaction chimique à l'intérieur, il n'y a pas de choses compliquées du point de vue purement thermodynamique. Vous prenez un gaz, vous le chauffez, il se dilate, il pousse un piston. Et puis ensuite, vous le refroidissez, il se rétracte et le piston rentre. Et vous tournez ça. Et ça vous fait un moteur Stirling. C'est d'une simplicité biblique. Si vous voulez que la chaleur soit échangée, il vous faut deux températures. Donc votre volume de gaz, vous le collez au contact d'un truc chaud, plus chaud que lui, et la chaleur va passer directement du chaud vers le froid. Il va absorber de la chaleur. Si vous recevez de la chaleur, vous augmentez l'énergie interne de votre gaz. Donc en gros, les molécules vont se mettre à s'agiter plus vite. Et il y a une partie de cette énergie-là qui va être convertie sous forme de pression. Vous allez augmenter la pression, du coup vous allez pousser le piston. Donc là, vous attaquez la première phase qui correspond au travail de détente. Et puis ce travail-là, c'est bien gentil, mais si ça tire une fois, c'est un canon, mais c'est sûrement pas un moteur. Il faut que ça tourne en boucle, il faut que ça cycle. Et en fait, encore une fois, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, si vous voulez boucler votre cycle, il y a un résidu d'énergie qu'il faut que vous relâchiez dans l'ambiance, et du coup, il faut vous mettre au contact d'une source froide. D'accord? Si la chaleur passe, il n'y a pas de secret, elle obéit que s'il y a une différence de température. Donc votre gaz, vous le mettez au contact d'une source froide. En pratique, ça va être l'ambiance, ou des circuits de refroidissement si vous êtes sur des grosses machines. Et du coup, quand cette chaleur est relâchée, l'énergie interne baisse, et puis bien évidemment, vous avez le processus inverse avec le piston qui rentre. Et si vous faites ça en boucle, automatiquement, vous avez un piston qui... Mais c'est à partir de là que vous arrivez à produire votre puissance mécanique. Donc c'est vraiment extrêmement simple, c'est beaucoup plus simple, en tout cas du point de vue thermo, voire du point de vue techno, c'est un cauchemar, mais du point de vue thermodynamique, c'est beaucoup plus simple que les autres moteurs à combustion interne, notamment. Et du coup, quelques éléments tout simples, il vous faut deux niveaux de température différents, évidemment, parce qu'il faut un niveau à partir duquel vous allez absorber de la chaleur et un autre niveau dans lequel vous allez le rejeter. Donc comme on vient de dire, le niveau rejeté, en gros, ça peut être l'ambiance, c'est l'ambiance de manière générale, l'air ambiant, une rivière, enfin ce que vous avez sous la main, la mer, si vous êtes sur une centrale nucléaire de façon générale. Pour nous, ça sera l'ambiance, évidemment. Et le gros avantage de cette technologie-là, c'est que la température chaude, ça peut être ce que vous voulez. Donc ça peut tourner, si vous cramez des trucs, vous faites une flamme, ça fait une haute température, vous avez un réservoir de chaleur à haute température. Vous pouvez le faire tourner avec du solaire, vous pouvez le faire tourner avec de la récupération de chaleur. Il y a même eu des projets un peu dingos dans les années 70 pour faire tourner ça avec du nucléaire. Donc c'est ce qu'on appelle un moteur à rapport de chaleur externe. Et du coup, en termes d'utilisation, c'est extrêmement flexible parce que vous pouvez changer votre source chaude en fonction de ce que vous voulez faire. Vous pouvez imaginer des trucs renouvelables, des trucs non polluants, enfin c'est vraiment extrêmement variable et c'est ça qui fait vraiment le point fort de cette technologie-là. Le deuxième truc, c'est que c'est enfermé. Donc c'est un système fermé, votre gaz il reste toujours au même à l'intérieur du même volume et puis il se dilate et il se contracte en fonction des échanges de chaleur. Les moteurs ouverts, c'est les moteurs à combustion interne. Si vous savez un tout petit peu comment ça fonctionne, vous aspirez de l'air, vous mélangez avec un carburant, vous cramez tout et les gaz d'échappement sortent. Donc à un moment donné, vous êtes obligé d'échanger de la matière avec l'extérieur. Un Stirling, par contre, c'est un truc fermé. Autre chose, c'est un système qui travaille, c'est ce qu'on appelle un système volumétrique. Donc en fait, vous enfermez votre gaz à l'intérieur d'un volume et le volume se varie et vous récupérez le travail comme ça. Donc les moteurs à combustion interne sont aussi des systèmes volumétriques, mais il y a d'autres systèmes comme par exemple les turbines. Les turbines, c'est des machines rotatives, turbo ça veut dire tourner en grec. Et dans ces machines-là, par contre, c'est pas volumétrique, c'est juste des échanges d'énergie cinétique qui font tourner un rotor. Donc c'est deux architectures très différentes. Et par contre, pour que ce truc-là fonctionne, évidemment, il faut trouver un moyen pour que votre gaz, vous le mettez au contact du chaud et il se dilate, il produit du travail, et puis ensuite, il faut le déplacer, le mettre au contact du froid et il se rétracte. Et en fait, toute la base des différentes géométries de moteur Stirling, c'est juste après, c'est comment est-ce qu'on arrive à mettre au contact alternativement ce gaz avec le chaud et avec le froid, et puis entre les deux, arriver à produire du travail. Et en fait, le casse-tête, il commence là. Et si vous avez commencé déjà un peu à regarder ce qui se faisait dans les différentes technologies, vous avez vu qu'il y avait trois grands types de techno. Alpha, bêta et gamma, donc hyper original, le mec a trouvé le nom, franchement, super. Le premier, il a fait un alpha, et puis le deuxième, il a dit alpha est déjà pris, donc il a pris bêta. Évidemment, l'alphabet grec, ça fait plus classe. Ils auraient quand même pu trouver un peu autre chose, mais bon, voilà, on reste là-dessus. Le problème de ces dénominations-là, c'est qu'en fait, ça veut rien dire, quoi. Alpha, quand tu connais pas les technos Stirling, un alpha, ça te parle pas des masses. Alors, les trois principales architectures.
La première, c'est la techno alpha qui part avec 2 pistons. Alors a priori, celle-là, c'est la plus simple. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez un piston qui est au contact du chaud et un piston qui est au contact du froid. Alors après, évidemment, il faut les écarter suffisamment. Le gros défi sur ce genre de bécane, évidemment, c'est que si vous mettez trop le chaud trop près du froid, vous allez avoir ce qu'on appelle un pont thermique. Et du coup, vous allez vous retrouver à dépenser de la chaleur qui va partir directement à la baille et vous ne produirez pas de travail. Donc c'est un petit peu dommage. Donc il faut arriver à les isoler. Et sur les moteurs petits, ça c'est un vrai casse-tête. Parce que quand tu chauffes d'un côté à plusieurs centaines de degrés et que tu as du froid de l'autre, la chaleur elle est sans pitié. Hein. Elle prend le chemin le plus simple, elle ne va pas s'embêter à passer par ton moteur pour tes beaux yeux, quoi. Et du coup, schématiquement, vous avez 2 cylindres différents qui sont déphasés l'un par rapport à l'autre. Donc du coup, vous pouvez imaginer, j'ai une animation juste après. Hein. Là, j'essaie de le faire avec les mains pour faire spectacle, mais c'est vrai que c'est un peu ridicule, je vais arrêter. Et du coup, vous avez un déphasage entre les 2 pistons. Et ce déphasage entre les 2 pistons, quand vous le réglez correctement, c'est ce qui joue le rôle à la fois de variation de volume pour le travail et de transfert de gaz entre les 2 pistons. Donc c'est un peu le... Et du coup, on peut se dire que c'est relativement simple. Mais ça, évidemment, comme vous avez 2 cylindres, en termes d'équilibrage, compliqué. Et surtout, ça fait beaucoup de volume mort. Donc le volume mort, en fait, c'est des volumes de gaz qui ne travaillent pas. Normalement, un moteur volumétrique, quel que soit le type de moteur, il faut que tous les volumes travaillent. Le plus possible de volumes qui travaillent. Normalement, quand vous avez un volume qui ne travaille pas, c'est une perte de rendement, une perte de puissance. Et dans les moteurs à combustion interne, il y en a très très peu. Parce qu'en fait, on verra, l'apport de chaleur, il est directement dans le gaz via une combustion. Donc c'est plus simple. Dans un moteur Stirling, il y a des volumes morts partout. C'est une catastrophe. C'est vraiment très très compliqué à gérer. Et le alpha, il a certaines qualités, mais alors au niveau de la gestion des volumes morts, c'est vraiment très 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 complexe. Donc il y a plusieurs technos qui avaient été étudiés. Il y avait des gens qui avaient mis des pistons comme ça opposés. Alors il y a la bonne vieille technique en V, donc moteur en V avec vilebrequin commun, voire Porsche-like avec équivalent. Vous avez déjà vu les moteurs Porsche? Je vais arrêter avec les moteurs, je crois. Les 6 à plat. En fait, vous mettez vos cylindres à plat et du coup, vous partagez les vilebrequins. Vous avez les vilebrequins qui repartent chacun en opposé. Sauf qu'évidemment, ça vous fait des longueurs de tube pour les rejoindre qui sont très longues et beaucoup de volume mort. Donc il y a plusieurs technos qui existent. Il est compliqué celui-là. Les gens, généralement, faire un moteur alpha, c'est pas super super simple. Donc il y a un Gugus qui a inventé le moteur bêta. Alors le moteur bêta, pareil, j'aurai une animation derrière. Lui, le gros avantage, c'est qu'il a qu'un seul cylindre. Donc tu te dis, oh super, c'est vachement plus simple. Ouais. En fait non, parce qu'il y a 2 pistons qui sont concentriques, donc l'idée c'est de faire fonctionner comme ça, et de gérer le déphasage entre ces 2 pistons pour arriver à générer la puissance. Donc, et surtout le gros défaut du bêta, je reviendrai dessus aussi, c'est que vos 2 sources sont sur le même cylindre. On a des exemples de sources chaudes, vous imaginez que la source chaude c'est une flamme, et que juste en dessous, au niveau de la source froide, vous avez des ailettes. Ce qui va se passer, c'est que si vous dimensionnez tout en métal, le chaud va passer directement au froid par les ailettes et le gaz il prendra rien. Mais surtout le gros problème c'est vraiment d'arriver à gérer les alignements et les étanchéités au niveau des cylindres. Ça, c'est assez complexe. Et du coup, il y en a un qui fait un peu ça de façon un peu plus maligne. Alors, il est avec 2 pistons, mais 2 pistons qui n'ont pas exactement le même rôle. Donc, le gamma, c'est la 3e structure. C'est ce qui va correspondre au piston que vous avez là, en gros, au système que vous avez là. Le principe du gamma, c'est qu'en fait, vous avez un piston qui est chargé de déplacer le gaz du chaud vers le froid, et un piston qui est chargé de récupérer la puissance. Et dans le vocabulaire technique des moteurs Stirling, on fait du coup la distinction entre les pistons moteurs et les pistons déplaceurs. Donc le piston moteur, c'est celui qui produit la puissance, le piston déplaceur, c'est celui qui déplace le gaz. Sur le alpha, les 2 jouent le rôle, c'est le déphasage entre les 2 qui jouent. Même chose, hein. Par contre, sur le gamma, là, on a vraiment 2 choses différentes. On a bien un piston déplaceur en haut. Donc lui, le but du jeu, ça va être de pousser le gaz soit vers le haut, soit vers le bas. Donc vous imaginez qu'il ne faut pas que ce soit étanche, hein, parce qu'il faut que le gaz il puisse passer de chaque côté. Donc vous avez une... On vous montrera des exemples. Hein, là. Vous avez une oscillation du gaz entre le chaud et le froid. Et en fait, cette oscillation du gaz entre le chaud et le froid vous fait une oscillation de pression ici et vous récupérez la pression sur le piston moteur. Donc en gros, après on peut inverser les deux, hein. Il y a plusieurs technos qui existent. Mais l'idée c'est que c'est vraiment sur 2 pistons différents. Donc ça marche pas trop mal. Et il y a un problème sur lequel je vais revenir, et ça c'est vraiment coton, c'est le problème du régénérateur. Donc ça je pense que vous avez déjà peut-être cherché un peu, si vous êtes tombé sur ce machin de régénérateur, vous avez vu des jolies photos avec des éponges métalliques, des billes et tout le bazar, il y a plein de techniques qui peuvent être utilisées. Ça, le régénérateur, c'est le cauchemar du moteur Stirling. S'il n'y avait pas ça, ça serait vraiment bien, mais malheureusement, c'est un peu indispensable. Je vais en parler un tout petit peu après. Donc en gros, point de vocabulaire, comme je vous disais, le piston moteur, c'est la partie de la machine. Alors c'est pas nécessairement un composant, hein, c'est juste un rôle de différents composants qui jouent le rôle de piston moteur, comment est-ce qu'on récupère la puissance. Et piston déplaceur qui lui va se charger de faire osciller le gaz entre la source chaude et la source froide. J'ai pas forcément prévu de trucs là-dessus. Les gaz, en règle générale, pour des fonctionnements à long terme, on évite évidemment l'air à cause de la fraction oxygène qui aura tendance à corroder un peu l'intérieur des surfaces. Si vous tournez longtemps, c'est pas top. À l'époque où c'était très facile à trouver, on prenait de l'hélium. L'hélium a des propriétés excellentes, sauf que maintenant, l'hélium, ça coûte un bras. Il y en a de moins en moins, c'est très compliqué. Donc on a tendance à passer sur de l'azote.
qui ne corrode pas, qui a des propriétés, ma foi, acceptables, puis surtout est vachement moins cher que l'hélium. Donc généralement, quand on fait des moteurs pour qu'ils tournent longtemps, on les charge à l'azote. Certains l'ont fait à l'hydrogène, j'ai vu encore il n'y a pas très longtemps, des gens avec de l'hydrogène. L'avantage des gaz légers, c'est qu'ils sont très utiles pour ça. Par contre, l'hydrogène, c'est une vraie saleté, c'est hyper fugace. Vous avez intérêt, c'est-à-dire ça se barre, c'est des toutes petites molécules, hein, c'est la plus petite qui existe. Et pour arriver à maintenir l'hydrogène en place et lui dire reste dans le truc, c'est très compliqué. Il faut mettre des joints d'étanchéité partout, c'est très très compliqué. Donc le alpha, voilà en gros comment est-ce qu'il fonctionne. Hein. Donc là c'est bon c'est schématique, j'ai piqué ça sur Wikipédia, mais je trouve que ça montre très très bien le mode de fonctionnement. Donc vous avez votre chaud, votre source chaude ici, qui peut être une flamme ou n'importe quoi d'autre. Vous avez votre source froide qui est là. Et ce qui se passe en gros, c'est que le gaz il va osciller ici. Et puis comme vous avez une variation de masse volumique du gaz entre la partie chaude et la partie froide, et ben c'est ça qui crée la variation du volume entre les deux pistons, et c'est ça qui crée la puissance. Donc en gros c'est ça. Et puis les principaux éléments, comme je vous disais, faut gérer le déphasage. Donc après je vous montrerai un modèle, comment est-ce que le déphasage il rentre en ligne de compte là-dedans. Le régénérateur par contre c'est pratique, il est facile à placer, parce que là pour le coup tu as juste à mettre ton régénérateur ici, il faut juste que ce soit sur le canal d'échange du gaz, ça c'est pas très difficile. A priori ça peut être compact, par contre il y a beaucoup de volume mort, et du coup en termes de puissance c'est pas foufou. Alors comment bouge le bêta? Bêta c'est joli en termes de mouvement, mais alors par contre à régler c'est un peu compliqué. Donc voilà, vous voyez bien les deux pistons concentriques qui jouent le rôle de déplaceur et de moteur. En fait, c'est la différence entre ces deux pistons qui fait le piston moteur, et c'est le déplacement dessus du dessus qui fait piston déplaceur. Donc c'est un truc un peu compliqué. En termes de modélisation de volume, vous allez voir le modèle que je vais vous montrer, c'est avec des sinus, donc c'est vraiment pas très compliqué. Ça se fait sous Excel, hein. Je fais un fichier Excel, je vous montrerai juste après, je pourrais vous le filer si ça vous intéresse. Et donc là, l'idée, évidemment, c'est que vous poussez le gaz vers le chaud, il aura tendance à se dilater. En se dilatant, il va repousser, et puis du coup, on va jouer sur la différence entre les deux positions des pistons pour augmenter le volume et récupérer la puissance. Donc c'est joli, c'est très bien. Par contre, on peut très rarement mettre des régénérateurs. C'est très compliqué de mettre un régénérateur là-dessus. On peut, mais en fait, il faut faire deux pistons étanches. Donc en fait, segmentation, tout ça, puis c'est bon, mécanique, on peut y aller. Bon. Vous avez des segmentations sur les deux pistons. Là, vous avez une segmentation uniquement sur celui-là. L'idée, c'est que votre gaz de travail, vous le gardez à l'intérieur, il ne sort pas. Si vous voulez mettre un régénérateur, en fait, il faut foutre aussi une segmentation là-dessus. Et avec un tube, et le régénérateur, vous le mettez dans le tube et il fait l'échange entre le dessus et le dessous de ce piston-là. Ça peut se faire aussi. C'est très compliqué. Il y a un truc qu'il faut garder en tête. S'il n'y a pas des moteurs Stirling partout, c'est valable pour toutes les technologies, c'est que c'est pas efficace. D'accord, une technologie qui est efficace, elle bat tout le monde. Il n'y a aucune pitié. Le moteur à combustion interne, il a écrasé le cheval. C'était pas une histoire de complot, c'est parce que c'était plus efficace. Le Stirling, c'est pareil. Si ça n'a pas percé, c'est parce qu'on a des problèmes d'efficacité, des problèmes de puissance. Et ça vient d'une raison toute simple. C'est que dans ces machins-là, quand vous voulez apporter de la chaleur à votre gaz, il faut que ça vienne de l'extérieur. D'accord, il faut que ça vienne de l'extérieur, il faut l'apporter ici. Et du coup, vous avez, entre les deux, la chaleur, elle ne passe pas toute seule. Il y a des couches de conduction, il y a ce qu'on appelle des résistances thermiques. Donc c'est pareil, vous verrez ça plus tard dans le cours de transfert thermique. Vous avez des résistances thermiques qui vous bloquent le passage de la chaleur. Et en plus, la chaleur, quand elle arrive juste à la périphérie du gaz. Après, il faut qu'elle arrive au milieu. Donc en fait, il y a tout ce qu'il faut pour que la chaleur ait du mal à passer. Donc les densités de puissance sont faibles. Et si les densités de puissance sont faibles, la moindre dissipation mécanique, c'est une cata. D'accord? Un moteur à combustion interne, ça n'a rien à voir. Parce que la puissance, elle est directement dans le mélange de gaz. Vous prenez le mélange de gaz, vous l'allumez, vous faites une grosse combustion, vous libérez énormément d'énergie. Et là, honnêtement, les frottements, la puissance est telle au niveau du gaz qu'on s'en fout un peu. Donc du coup, il y a plein de problèmes qui existent avec les moteurs à combustion externe. Donc là, je parle du Stirling, mais il y a aussi l'Ericsson. Si vous avez cherché un peu, il y a un truc qui ressemble à ça, qui s'appelle l'Ericsson, qui fonctionne avec des soupapes. C'est joli, mais le vrai problème, c'est que le moindre erreur dans la conception mécanique, défaut d'alignement, vibration, ce genre de truc, et vous dissipez énormément de puissance. Alors que dans un moteur à combustion interne, il y a tellement de puissance dans le gaz que c'est la fête à la saucisse. Tu fais un peu tout ce que tu veux, de toute façon ça tourne, ça démarrera quoi qu'il arrive. Ceux qui ont déjà bricolé, vous avez déjà vu, ça démarre tout seul. Un Stirling déjà à démarrer, c'est un peu délicat. Donc il faut vraiment garder ça en tête. Et puis le dernier qui existe, c'est le gamma. Donc le gamma, comme je vous disais, il est à deux pistons. Alors je suis désolé, le seul GMA que j'ai trouvé qui était propre, c'était en allemand. Donc Arbeitskolben, ça doit être, Arbeit c'est le travail, donc j'ai supposé que c'était le piston moteur. Donc maintenant je sais comment est-ce qu'on dit piston moteur en allemand, ça m'avance des masses. Et puis le piston déplaceur, il est en dessous. Donc le truc, c'est que le piston déplaceur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire osciller le gaz entre la partie chaude qui est au-dessus et la partie froide qui est en bas. Et le piston moteur, lui, il va récupérer la puissance. Et du coup, évidemment, il faut arriver à les synchroniser pour faire tourner tout ça correctement. Donc cette structure-là, avec un seul piston étanche, il n'y a pas de régénérateur. Donc du coup, vous gagnez un petit peu sur les frottements parce que vous n'avez qu'un seul piston qui frotte. Par contre, vous n'avez pas de régénérateur. Enfin, ça, c'est pas top. Et par contre, mettez un régénérateur là-dessus, c'est pas très compliqué pour le coup. Il suffit juste de faire deux pistons étanches
Donc celui-ci aussi, vous lui foutez une segmentation ou un joint qui permet de maintenir le gaz à l'intérieur, et encore une fois, vous faites un canal entre les deux, et vous mettez le régénérateur dedans. Ça peut fonctionner. C'est un poil plus compliqué, mais ça peut tourner. Donc celui-là, ben, la complexité, évidemment, c'est la conception en elle-même avec les deux pistons. Pour le déphasage, je vous montrerai comment est-ce que ça fonctionne. Il est relativement simple, et c'est pour ça que la plupart des Stirling que vous allez trouver sur Internet sont en règle générale des gamins, parce que c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Le bêta, on peut le faire, mais avec le moteur Nivea. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le moteur Stirling Nivea, ça vous dit quelque chose ou pas? Est-ce que vous savez ce que c'est que de la crème Nivea déjà? Faites semblant de savoir, s'il vous plaît, parce que sinon je vais prendre un coup de vieux, et là ça... Ouais, c'est bon, faites comme ça. Même si vous... Comme en cours d'habitude, même quand vous ne comprenez pas, vous faites ça. Ouais, du coup, c'est bon. Je vous filerai la présentation après, hein. On la distribuera largement, vous inquiétez pas. Alors, du point de vue thermique, comment est-ce que ça fonctionne? L'idée, c'est que, au contact de la source froide, donc en fait, on va faire des hypothèses sur les transformations. Je vais aller très vite dessus, parce que c'est pas un cours de thermo, c'est pas le but. Le but, c'est d'aller vraiment sur la partie conception. Donc l'idée, c'est que vous avez votre volume de gaz qui est au contact de la source froide. Et la première étape que vous allez faire, c'est que vous allez le comprimer. Mais vous allez le comprimer avec un tel échange de chaleur que cette compression va se passer de façon isotherme. Et donc, en gros, vous allez rejeter de la chaleur vers la source froide, parce que si vous apportez du travail, ce travail, automatiquement, il part entièrement en chaleur. Donc vous avez une première phase qui correspond à une compression qui est supposée être isotherme, entre 1 et 2. Et puis à partir de là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, en fait, échauffer votre gaz. Alors on verra comment est-ce que... Le truc, la grille au milieu, c'est le régénérateur, hein. Je vais expliquer juste après à quoi ça sert. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous déplacez votre piston ici, de façon isochore. Donc on imagine dans l'idéal que les deux pistons ne se déplacent pas l'un par rapport à l'autre. Évidemment, mécaniquement, avec des vilebrequins, tu peux toujours t'amuser, tu n'y arriveras pas, mais on va essayer de s'en rapprocher. On déplace, et en déplaçant au contact de la source chaude, ben là, on va apporter de la chaleur, hein. Maintenant, la chaleur, elle part dans ce sens-là. Avant, elle allait là, maintenant, elle va là. Et là, vous apportez de la chaleur. Et si vous apportez de la chaleur à votre gaz, et que cet apport de chaleur il est suffisamment intense, ça va se traduire par une variation de volume. Hop, troisième étape, détente. Là, je produis le travail. C'est sur cette phase-là, essentiellement, que je vais produire le travail. Et une fois que j'ai fait ça, bien évidemment, il me reste à boucler mon cycle. Et comment est-ce que je boucle mon cycle? Eh bien, par un refroidissement, pareil, isochore. Donc là, vous imaginez, vous avez fait ça, 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 et maintenant, il faut revenir à l'origine. Donc il y a deux phases où on imagine qu'elles sont isochores, où vous n'avez pas de déplacement relatif entre les pistons. On les a pas, hein, en pratique, mais le but du jeu, c'est de s'en rapprocher au maximum. Et du coup, là, vous avez un refroidissement qui est un refroidissement isochore, et vous revenez à la source froide. Évidemment, après, vous bouclez votre cycle. Donc ça, c'est la façon la plus simple d'envisager le cycle Stirling. On vous a dit les moteurs Stirling, c'est deux isothermes, deux isocores, c'est comme ça qu'on les définit. Ça me paraît un petit peu cavalier, mais pourquoi pas. Et du coup, on se retrouve avec ce cycle-là. Donc c'est un diagramme PV, je pense que vous avez tous déjà vu ça, pression, volume, c'est ce qu'on appelle un diagramme indiqué. Et donc dans ce diagramme indiqué, bah, effectivement, on prend le gaz, on le comprime à température constante, puis ensuite on le chauffe mais sans varier le volume, on le détend, etc. Et on boucle comme ça. Évidemment, le cycle réel, il ne fonctionne pas comme ça. Pour une raison toute simple, c'est que vos pistons, vous ne pouvez pas les maintenir à une distance égale et puis ensuite leur dire tu te rapproches plus, ça ne marche pas comme ça. Les équilibrages mécaniques vont faire que vous avez des mouvements un poil plus compliqués. Si vous voulez calculer le travail produit, bah, c'est pas très difficile, je vous montrerai, il y a toutes les formules là-dedans. La masse de gaz, le R c'est celui que vous avez dans la loi du gaz parfait, je pourrais faire un petit rappel, c'est pas très compliqué. La différence de température, et puis le logarithme du ce qu'on appelle le rapport volumétrique, c'est-à-dire le rapport du max au volume min du gaz. Et là vous avez une énergie qui est en joule. Et puis en fonction du nombre de tours que vous allez faire par unité de temps, vous avez une puissance. Toutes les aires dans ce diagramme-là correspondent à des travaux mécaniques. Et donc du coup, le travail mécanique maximum, c'est l'idéal, c'est le bleu, c'est celui qui est tout à l'intérieur du cycle. Sauf que, comme vous avez pu le deviner, avec les dispositifs mécaniques que vous avez, les pistons, ils ne vont pas bouger comme ça va être un peu plus compliqué au niveau des mouvements. Et en fait, le cycle réel de votre fluide, ça va être une espèce de patatoïde, je vous montrerai, j'ai fait le calcul après. Et évidemment, vous allez récupérer un peu moins de travail que dans le truc idéal. Donc comment est-ce que ça fonctionne, le régénérateur? Juste, je reviens en arrière. Le régénérateur, il sert, donc là, on pousse, on rejette de la chaleur à l'extérieur, et normalement, le rôle d'après, c'est d'arriver à chauffer le gaz. Donc on chauffe, ok, on détend. Qu'est-ce qui se passe ici? On a un gaz entièrement chaud qu'on va repasser du côté froid. D'accord? Donc on va libérer la chaleur du côté froid. Sauf que cette chaleur, en fait, on en a besoin pour chauffer. Vous voyez, quand vous êtes ici, quand tu es là, tu as besoin d'un peu de chaleur. Là. Donc ça serait pas mal qu'on puisse t'enfiler un peu quand tu passes là. Mais là, tu en as plein. Attends, tu vas pas être con, tu vas la laisser à un endroit, tu vas la reprendre. Qu'est-ce que fait le régénérateur? Quand votre gaz est froid ici, le régénérateur il est un peu plus chaud, donc vous allez chauffer votre gaz, et puis cette chaleur ici, une fois que vous avez fini de détendre, là quand vous êtes détendu, vous êtes à température chaude, hein, votre gaz il est chaud, et bien en fait le gaz en faisant ça, il va céder de la chaleur au régénérateur. Vous faites passer un gaz chaud dans une grille métallique, la grille métallique elle se chauffe, le gaz il sort un peu plus froid parce qu'il a laissé une partie de sa chaleur dans la grille, et quand il repart
au coup d'après, au cycle d'après, il reprend une partie de cette chaleur-là. Donc vous imaginez que vous avez un truc, vous le déposez, vous faites un aller-retour, et quand vous revenez, vous le reprenez. Ben, le régénérateur, c'est exactement ça. C'est un système qui vous permet de stocker temporairement de la chaleur et de la reprendre à l'endroit où vous en avez besoin. Vous avez tous normalement vu le diagramme TS, si vous avez fait un poil de thermo. L'intérêt de ce diagramme-là, c'est que toutes les aires correspondent à des quantités de chaleur. Et du coup, si on veut représenter ça géométriquement, eh ben, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir besoin d'une quantité de chaleur au niveau du chauffage isochore, parce que c'est pas gratos, d'accord. Si on veut chauffer automatiquement, il y a une quantité de chaleur qui doit être fournie pour augmenter la température de la température froide à la température chaude. Mais en même temps, on a exactement la même quantité de chaleur qui est dispo ici, lors du refroidissement. Donc on ne va pas être bête, on va la récupérer de cette façon-là. Et du coup, la quantité de chaleur qui est dispo lors du refroidissement, ici, donc quand votre volume de gaz il se déplace comme ça, eh bien en fait, vous en laissez, vous utilisez une partie, normalement vous utilisez tout, et vous la réutilisez au coup d'après. Donc je dispose la chaleur ici, je la remets là, et je l'utilise quand je reboucle, et je fais mon tour. Et à chaque fois, bah, vous arrivez à récupérer, et c'est ça le rôle du régénérateur. Et du coup, vous économisez sur la quantité de chaleur que vous devez fournir pour faire tourner le moteur. En pratique, ça n'est pas une option pour augmenter la puissance. Pour plein de moteurs, si vous n'avez pas de régénérateur, vous ne démarrez pas. Encore une fois, les densités de puissance qui sont échangées sont ultra faibles. Ce n'est pas des moteurs à combustion interne. Il faut être vraiment délicat au niveau de la mécanique, sinon vous dissipez toute votre puissance. Et du coup, bon, je vais un poil plus loin. Comment est-ce qu'on peut modéliser ça? Et ça, c'est le modèle qui est dans le fichier Excel, qu'on vous a filé. Quand on gratte un peu, c'est comme ça que les formules sont faites. Et bien en fait, on va découper le moteur Stirling en s'inspirant de ce qu'on a fait un peu avant, et on va dire il va y avoir différents volumes. Donc il va y avoir un volume froid. Le volume froid, c'est le volume qui est au contact de la source froide. Donc vous imaginez que vous avez des ailettes qui sont ici, plus la partie piston. D'accord? Alors là, on imagine qu'on a deux pistons, comme si on était dans un alpha ou dans un gamma. Après, il y a des formules qui permettent de revenir sur un seul piston dans le cas d'un méthane. Donc c'est à peu près la même chose. Et on fait l'hypothèse que la température ici elle est constante. Là, on a le régénérateur, et en fait, en fonction du déphasage entre ces deux cylindres, bah, le gaz il va osciller entre la partie froide et la partie chaude. C'est un modèle ultra simple, c'est ce qu'on appelle le modèle de Schmitt, ça date de la fin du 19e, ça se programme sous Excel, donc c'est pour vous dire que c'est simple, il n'y a vraiment pas besoin de faire des calculs très compliqués. C'est le modèle le plus simple, que vous pouvez le manipuler, vous amuser avec, je vous enverrai le fichier Excel, vous verrez, c'est vraiment pas compliqué, qui vous permet d'obtenir quelque chose qui soit un petit peu plus réaliste que ce que vous avez avec votre bon vieux cycle idéal. Et du coup, les hypothèses sur le modèle de Schmitt, on va supposer que la pression à l'intérieur de tout le volume est la même partout, dans l'espace, pas dans le temps, mais dans l'espace. Si vous tournez trop vite, évidemment, c'est plus valable parce que vous avez des pertes de charge, notamment au niveau du régénérateur, vous allez créer des déséquilibres de pression. Le gaz de travail, c'est un gaz parfait, ça c'est quasiment toujours valable. J'ai jamais vu de moteur Stirling tourner avec des gaz non parfaits, parce que ça implique des niveaux de pression qui font que c'est trop chaud à gérer, on laisse tomber. La masse de gaz, elle est constante, donc en gros, vous avez correctement conçu votre bazar, il n'y a pas de fuite à l'extérieur, c'est pas non plus complètement aberrant. Les températures chaudes et froides, elles sont homogènes dans les volumes. Ça, évidemment, c'est un peu chaud, mais enfin, il faut bien démarrer quelque part. Les mouvements des pistons, c'est des sinusoïdes. Donc, moi, je ne me suis pas embêté, j'ai mis avec des cosinus sinus. On travaille à vitesse constante et on suppose que la régénération est parfaite. Donc, je reviendrai dessus après pour vous montrer un peu à quoi ça correspond. Je passe rapidement sur la modélisation mathématique. C'est juste qu'en gros, la formule est la même. Vous avez besoin de connaître les volumes max, les volumes min. Bon, bah ça, si vous avez alésage course, je pense qu'avec tous vos logiciels de CAO, ça ne devrait pas être un problème. Et à partir de là, vous avez une formule qui vous donne les deux volumes de compression et les volumes de détente. Et en fonction du choix d'architecture que vous faites, bah, c'est très simple. Il y a deux paramètres A et B à changer. Et puis du coup, bah, vous prenez ces valeurs-là si vous êtes en alpha, bêta ou gamma. C'est vraiment tout con. Alors pour le coup, je ne vais pas rester très longtemps là-dessus parce que ça n'a pas grand intérêt. Par contre, du coup, le calcul ensuite il se fait en disant que comme ma masse de gaz elle est constante et que mon gaz il se comporte comme un gaz parfait, ben, j'ai la possibilité de pouvoir relier la pression, le volume et la température. C'est un peu le principe de la loi du gaz parfait. Sauf que je le fais dans trois volumes différents. Donc vous imaginez que vous avez trois volumes qui sont connectés l'un à l'autre, mais qui sont à trois températures différentes. Donc la première température, c'est la température chaude. Donc si vous avez de vagues souvenirs de la loi du gaz parfait, ben, PV sur RT, ça vous donne bien une masse. Donc ça, c'est la masse de gaz qui est dans la partie chaude. Ça, c'est la masse de gaz qui est dans la partie froide. Et puis ça, c'est la masse qui est stockée dans le régénérateur intermédiaire, en gros. Et comme on suppose que la pression est la même partout, ben, on sort la pression de la formule et on se retrouve avec une pression, ici. Ça, c'est constant. Ça dépend du gaz. Et puis, tout le reste tout est constant, sauf les deux volumes. Mais les volumes, vous savez comment est-ce qu'ils varient. Là, on a supposé que c'était des sinusoïdes, mais après, vous pouvez prendre l'équation que vous voulez. Donc, vous avez une formule explicite, toute simple, qui vous permet de calculer la pression à l'intérieur de votre volume de gaz en fonction de l'angle du vilebrequin. D'accord? Ou en fonction de la position, en fonction de la coordonnée que vous choisissez. Et bien, si vous avez la pression et que vous avez le volume, vous avez PDV, ça doit vous rappeler des trucs aussi, donc vous pouvez calculer le travail des forces de pression. Donc en gros, le calcul se finit quasiment là. Je pourrais vous filer un bouquin où c'est fait de façon propre.
Moi, j'ai manqué de temps, je vais être très honnête, donc j'ai un peu fait ça à l'arrache sous Excel avec des intégrales numériques et tout, c'est super moche, mais bon, ça tourne, hein. De toute façon, l'ingénierie, c'est toujours un peu ça. Il faut assumer quand c'est pas propre. Comment est-ce qu'on connaît la masse de gaz? Eh ben là, c'est pas très compliqué. Il faut faire une hypothèse sur la pression de remplissage. Je pense que pour vous, ça va être difficile d'aller au-delà de la pression atmosphérique. Donc vous pouvez supposer que vous avez à la grosse un bar à l'intérieur du moteur. Et puis que quand vous chargez, ben vous allez charger qu'un volume max. Moi j'ai fait comme ça, j'ai supposé que si je mettais du gaz à l'intérieur, ça, on va se mettre au volume max. Vous avez une température d'injection. Il faut que le gaz soit le plus froid possible pour qu'il y en ait le plus possible, mais ça va être compliqué. Et du coup, ça vous permet à partir de cette formule-là, pareil, faite sous Excel en 2 minutes, d'arriver à déterminer quelle est la masse de gaz que vous avez à l'intérieur. Et du coup, si vous avez la masse de gaz et que vous avez le reste, eh ben, il faut juste voilà, discrétiser, je vous montrerai le fichier Excel, vous discrétisez l'angle, degré par degré, ça vous donne la pression correspondante, et puis ensuite vous avez un joli cycle qui vous donne la puissance. Voilà, comment est-ce qu'on récupère la puissance? Eh bien juste en disant que le travail qui est indiqué, donc le travail indiqué, c'est ce qui est donné par le gaz. Le gaz, il se dilate, il va donner un truc. C'est pas ce que vous allez récupérer, hein. C'est ce que lui, il essaie de vous donner, mais il y a un truc entre les deux. Donc ce qu'il va vous donner, c'est juste l'intégrale de PdV. Et du coup, par tour de Villebrequin, vous avez l'énergie en joule, l'énergie mécanique qui est produite par le gaz. J'insiste là-dessus, c'est ce que donne le gaz. Si vous voulez ensuite récupérer la puissance mécanique, bah, ça va dépendre du nombre de tours que vous faites par unité de temps. D'accord? Si vous avez 1 joule par tour, si vous faites 1 tour par seconde ou 2 tours par seconde, bah, vous aurez 2 fois plus de puissance dans le deuxième cas. C'est la quantité d'énergie par unité de temps, hein, je rappelle. Et c'est là où ça devient compliqué. Celui-là, ça c'est le rendement mécanique. Parce que comme je disais, le travail indiqué c'est ce que donne le gaz, mais c'est pas ce que vous récupérez. Parce que le gaz il pousse sur le piston, mais le piston il frotte. Et le piston ensuite il est connecté au vilebrequin qui lui-même va frotter. Donc en fait entre ce que le gaz aimerait bien vous donner, parce qu'il est sympa le gaz, et ce que vous allez récupérer, il va y avoir une perte pas négligeable, qui sera une perte mécanique. Et là généralement je m'arrête là, hein. Donc j'arrive avant, puis après je dis au mécano, ben, vous savez la perte mécanique, vous allez vous la coltiner, c'est à vous de faire le calcul. C'est une histoire de coefficient de frottement, c'est une histoire de tribologie, c'est des trucs. Bref. Et vous, c'est là que la différence va se faire. C'est-à-dire que le calcul avec le gaz, vous pouvez le faire sans trop de difficultés. L'hypothèse sur la vitesse de rotation, c'est pas non plus très très compliqué. Par contre, ce que vous allez récupérer à la fin, si vous arrivez à mesurer la puissance, ça sera faible, parce que vous avez le frottement entre les deux. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait notre réglage, je vous montrerai après au niveau des déphasages, des volumes, ce genre de choses, pour obtenir le max de puissance. Et puis après, on se débrouille pour lubrifier à peu près correctement, mettre les lubrifiants là où il faut pour arriver à perdre moins, mais c'est très très difficile d'arriver à estimer ça. En fait, il faut un banc, il faut un vrai banc moteur. Alors là, évidemment, c'est des bancs moteurs plus petits. Quelque chose qui vous permette de mesurer à la fois la vitesse et le couple. Et en fonction de ça, là, vous pouvez récupérer le rendement mécanique. Mais pour vous, ça va être compliqué. Vous dimensionnez pour obtenir un travail indiqué qui soit le maximum. Il va falloir faire des hypothèses sur la vitesse. Parce que ce modèle-là, il est ultra simple, mais il ne vous dit pas à quelle vitesse votre moteur tourne. Donc il faudra dire, si mon moteur il tourne à telle vitesse, j'ai telle puissance. S'il tourne à telle vitesse, j'ai telle puissance. Sinon, c'est trop compliqué. Après, c'est vraiment des modèles très très complexes. Limitation évidemment, mouvement sinusoïdaux des pistons. Alors ça, moi je suis un peu feignant, mais si vous voulez changer ce truc-là en mettant vos longueurs de bielle manivelle, ça se fait tout seul, hein. Les équations sont toutes bêtes, très faciles à trouver, aucun problème. La pression homogène, c'est bien gentil, mais en fait vous avez des pertes de charge dedans, notamment au niveau du régénérateur, qui fait que en fait vos pressions elles oscillent dans les deux compartiments. Ça peut changer, mais c'est des modèles qui sont quand même un peu compliqués, donc en général on ne va pas jusque là. Les températures sont supposées connues au niveau des sources de chaleur. Ça c'est pareil, hein, Tintin, on a supposé qu'on avait telle température, en fait on ne sait pas. On sait à quelle température on chauffe l'extérieur du moteur, mais ce qu'on a vraiment à l'intérieur, il y a toute la partie transfert thermique au travers du corps du moteur, et ça évidemment ça nécessite une modélisation à part. Donc il va falloir faire des hypothèses un peu grossières. Et puis, probablement le plus gros défaut, c'est qu'il n'y a pas de couplage phénoménologique avec la vitesse. C'est-à-dire que ce modèle-là, il vous dit, quand vous faites un tour, vous produisez tant d'énergie mécanique. Mais il ne vous dit pas combien de tours vous faites par seconde. Si vous voulez le couplage entre les deux, c'est encore plus compliqué, parce que là, il faut modéliser toute la mécanique du système avec l'accélération, les cours de méca et tout. Donc là, c'est un poil plus compliqué. Un poil, c'est un euphémisme. Et puis, on suppose que le régénérateur est parfait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le régénérateur est parfait? Ça veut dire que quand vous êtes à votre température chaude, le gaz, une fois qu'il est passé au travers du régénérateur, il est directement à la partie froide. Donc, en fait, il a cédé toute la chaleur qu'il pouvait céder. Ce qui n'est évidemment pas le cas, vous avez toujours un delta T, mais il ne faut pas trop pousser. Après, pour les régénérateurs imparfaits, je vous ai mis dans la liste des références, ici, un papier en français qui date d'il y a une dizaine d'années, où ils avaient pris en compte les régénérations imparfaites, pour pas que ce soit nécessaire, mais c'est pour vous dire que c'est pas ultra compliqué de le mettre dedans, a priori. Il faut connaître par contre la performance de votre régénérateur, ça c'est un poil plus chaud. D'accord? Donc ça c'est le modèle le plus simple, le plus accessible que vous avez sur les moteurs Stirling. Ça nécessite évidemment beaucoup d'hypothèses. Par contre, du point de vue de la conception, ça vous donne quand même des infos sur le déphasage que vous avez entre vos vilebrequins. Et ça, la thermo vous le dira pas. C'est vraiment ce modèle-là qui vous donne ça. Donc essayez de vous caler là-dessus. Réduisez les volumes morts autant que vous pouvez
parce que c'est vraiment important aussi. Et puis ensuite, bah, ça va être des hypothèses sur les températures, sur les différents volumes, ce genre de choses. Démo d'abord, question ensuite, ou l'inverse? Démo d'abord et question ensuite, allez. Alors par contre là c'est toi qui prends la main. Parce que c'est très compliqué mais c'est quand même faisable. C'est faisable dans un garage, c'est pas très optimisé, c'est faisable, Ouais. c'est faisable au niveau de la NASA. Donc on vous demande quelque chose qui est ambitieux, oui, mais qui n'est surtout pas infaisable. Ouais, vous êtes plus proche du garage que la NASA quand même, sans chambrer. Je vais le mettre en haut. Il y en a par contre qui ont dû le voir celui-là. Waouh, regarde ça. Ça c'est possible. Allez. Alors par contre, désolé pour ceux qui sont en live, ça bouge un peu, j'espère que vous n'avez pas trop bouffé parce que là, On vous demandait aussi beaucoup de watts au niveau de la sortie. On sait pareil que c'est ambitieux. Maintenant, on sait aussi que vous n'allez pas faire de 5 cm3 de moteur. D'accord? Il va être plus costaud. Donc il faut remettre ça aussi dans le contexte. Bah tiens, ça fait une gueule. ça s'appelle le blue screen effect, C'est ça, l'effet démo. l'effet démo. Je peux même zoomer plus que ça, regarde. Ouh. Ah, par contre le micro il marche pas. Regarde. Non, faut que je stabilise parce qu'il va vomir sur l'écran. Non, non, le temps tu démarres ton truc tranquillou. Hein. Bon, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Alors c'est pareil, il y a un temps de chauffage, mais là pour le coup les diesels ça met du temps à démarrer aussi. Hein. Et c'est de la même manière, effectivement, et ça je vous l'ai tous dit, en tout cas pour ceux que j'ai eu, un moteur Stirling, s'il est optimisé, il démarre tout seul. S'il n'est pas optimisé, non, il a besoin d'une énergie extérieure pour être démarré. Vous voyez la LED de toutes les couleurs tuning là ou pas? Ça claque hein, quand même. Là, de la même manière, les 61 minutes, on les va là. On n'est pas passé au tachymètre, je vous avoue. Donc là vous avez le principe du moteur gamma, d'accord? Je vais regarder ici. Les deux pistons extérieurs sont les pistons moteurs, c'est ceux qui sont censés être étanches. Et en fait les pistons qui sont dans la partie transparente sont les pistons déplaceurs. Donc si vous regardez, vous pourrez regarder sur la vidéo, il y a un vrai jeu, hein. Il y a un jeu exprès entre les deux, qui fait que quand l'oscillation du piston se met en route, en fait on échange le gaz entre la partie chaude et la partie froide. Donc c'est bien les pistons déplaceurs, et ceux qui sont à l'extérieur, eux sont les pistons moteurs sur lesquels vous allez récupérer la puissance. Et du coup le déphasage dont je parlais, bah, c'est le déphasage entre les deux vilebrequins, ici, extérieur-intérieur. C'est sympa quand même. Voilà. Et là évidemment si vous avez plus de source de chaleur, bah, au bout d'un moment ça se dissipe et puis comme il y a beaucoup de frottement, bah, le truc cale. Ça, pour le coup c'est assez logique, c'est valable pour tous les moteurs.